Dans ce livre, on retrace notre parcours depuis la Belgique où on vivait, à côté de la plus grande cimenterie d'Europe, qui s'est mise à brûler des déchets toxiques et dangereux, ce qui nous a fait fuir après 3 ans de combat contre ce projet qui a finalement été accepté par la commune où on vivait, à Tournai. Cette cimenterie, qui était notre voisine, a déposé un permis auprès de la commune afin de, alors ce qu'ils disaient, c'était valoriser des combustibles de substitution. En fait, ils se sont mis à remplacer le pétrole qui était le combustible. Donc il faut savoir que pour fabriquer du ciment, on brûle de la pierre et de l'argile à de très hautes températures qui peuvent aller jusqu'à 1800 degrés. Et avec l'augmentation du prix du pétrole, les cimentiers se sont mis à chercher des alternatives. Et l'alternative qu'ils ont trouvée, c'est remplacer le pétrole par des déchets toxiques et dangereux. Donc ils sont doublement gagnants, c'est-à-dire qu'ils ne doivent plus acheter du pétrole que pour allumer les fours. Une fois qu'ils sont chauds, c'est les déchets toxiques et dangereux qui servent de combustible. Et en plus, ils sont payés pour brûler ces déchets, quoi. Pour faire le boulot des incinérateurs. Donc au départ, nous on n'est pas du tout dans le domaine de la construction. Moi j'étais prof de français en Belgique, Michel prof de philo. Et c'est cette problématique liée à la cimenterie et à son projet de brûler des déchets dangereux et toxiques qui nous a amenés là où on en est aujourd'hui. Et donc on a fui la Belgique, on s'est installé dans un village plutôt écologique avec des gens qui sont tous comme nous en fait, pratiquement. On l'a mis dans le journal de l'Insoumission, mais dans ce village, il y a plein de constructions écologiques, c'est 100% d'agriculture bio. Et c'est très bien des gens qui inventent du pour, mais à un moment, il ne faut pas qu'ils le fassent dans leur bulle. Et Voilà. on a montré les limites aussi de ce qu'est l'autonomie, la recherche de l'autonomie en petits groupes, en petites communautés. Là, c'est un village, c'est une mairie. Mais à un moment, comment on s'adresse pour changer la société et pas simplement nous faire le petit colibri pendant qu'il y a des gros éléphants qui piétinent tout, quoi. Voilà. On s'est rendu compte que c'était pas suffisant. Au départ, on avait une formation là sur place dans notre village qui s'adressait à des gens qui, comme nous, avaient voulu changer de vie. Et donc, on a organisé une première formation qui s'appelait Sens et Autonomie et qui durait 1 an où les gens se réappropriaient des savoir-faire au niveau de la permaculture, des plantes sauvages et de l'éco-construction déjà à ce moment-là. Et puis, on s'est rendu compte que ça avait ses limites parce que ça n'allait pas assez vite, qu'il fallait former en grand nombre si on voulait justement mettre en place ce levier qu'est la construction alternative. La construction, d'abord, c'est 76,9% des déchets. Alors ça paraît énorme parce qu'il y a évidemment tous les travaux publics où on bouge énormément de terre, où on bouge énormément de... Voilà, mais il faut savoir qu'en fait, quand même, les déchets du bâtiment et les déchets des travaux publics, c'est la majeure partie des déchets en France, quoi. 76,9%. Ensuite, après, il faut savoir que l'impact des gaz à effet de serre pour la construction, on est autour de 10% des gaz à effet de serre pour construire. Et pour la vie du bâtiment, on peut aller jusqu'à... Alors ça dépend si c'est en France. En France, on est plutôt à 7% des gaz à effet de serre pour construire. C'est au niveau de la planète qu'on est plutôt à 10 parce qu'en France, on construit un peu moins qu'ailleurs. Et sur la vie du bâtiment, en France, c'est 26% des gaz à effet de serre pour l'ensemble de la vie du bâtiment. Alors ce qui concerne le chauffage, c'est 60% de ces 26%. Donc en fait, on est vraiment dans des leviers qui sont énormes sur les gaz à effet de serre. Et c'est pour ça que construire avec des matériaux crus et permettre de moins chauffer et moins de climatiser, c'est quand même un levier extraordinaire, quoi. Donc il y a une chance incroyable pour l'histoire de la terre crue en construction, c'est le fait qu'il y a le Grand Paris Express, donc le grand projet de métro autour de Paris, qui se met en place. On peut critiquer, parce que... Oui, on peut critiquer évidemment, mais par contre, ce qui est plutôt bénéfique pour nous et pour les projets de construction en terre, c'est que ça représente des milliers de tonnes de terre excavée, forcément pour un métro. Et donc, à partir de là, ont été proposés des tas de projets de construction en terre avec cette terre excavée. Et ces projets ont été acceptés parce que tout simplement, les industriels se sont rendus compte que ça leur coûtait
plus cher d'évacuer cette terre que d'en faire quelque chose sur place. Donc au départ, c'est pas des arguments très positifs, mais finalement, ce qui est positif, c'est qu'à partir de cette terre excavée, il y a des grands projets qui vont se mettre en place d'ici 2030, notamment 30 000 mètres carrés à Ivry-sur-Seine, c'est ça ? 546 logements. Voilà, 546 logements d'ici 2030. Donc ça fait partie des bonnes nouvelles. Voilà, la terre qui est considérée comme un déchet. On va pouvoir en faire quelque chose. On a mis en place une formation qui délivre un titre professionnel qui existait déjà, le titre professionnel maçon du bâti ancien, mais notre formation est essentiellement construite autour du matériau terre. Voilà, et cette formation, on l'a déjà donnée 2 fois et on la donne dans un lycée professionnel. Donc on partage le plateau technique avec des lycéens qui apprennent la maçonnerie classique. Et la bonne nouvelle récente, c'est que le ministre Blanquer a introduit les matériaux bois terre paille dans les CAP, les bacs pro. Donc, grâce à une question de Mathilde Panot. Voilà, donc il y a Mathilde Panot qui a effectivement poser cette question à l'Assemblée nationale et donc M. Blanquer lui a répondu avec cette réponse-là. Bon, maintenant il faudra suivre ça pour que les professeurs de maçonnerie soient formés à ces nouveaux matériaux, parce qu'il ne s'agit pas uniquement de l'écrire dans le texte, mais il faut suivre ça pour que ça puisse se propager et que les élèves soient réellement formés à ces matériaux-là. Nous, l'idée, en fait, ce livre, c'est un parcours de toute notre vie. C'est un parcours d'abord de militantisme près de la cimenterie, les impasses du militantisme. C'est la découverte de la vie autonome et les impasses de l'autonomie. Et puis après ça, on a tout un volet de réflexion sur la question politique et surtout sur la question programmatique. Donc à un moment, avec une dizaine de personnes, on a auditionné vraiment tous les aspects du secteur du bâtiment. On a auditionné des personnes proches de la Fondation pour la nature et l'environnement qui disaient il faut arrêter l'artificialisation des sols, il ne faut plus construire. Puis après ça, on a auditionné des gens proches de la Fondation Abbé Pierre qui disaient il faut construire, il y a du mal logement, il y a de la précarité énergétique et il y a des gens sans domicile fixe, donc il faut construire. Puis après ça, il y avait des gens qui étaient proches de nous dans les matériaux crus. Et puis on a évidemment travaillé avec les travailleurs du ciment et les syndicats de cimentiers pour voir comment on organisait cette transition avec les travailleurs du ciment. Eux-mêmes avaient des problématiques de délocalisation du clinker et donc de perte de leur travail. Et donc on a réfléchi avec eux comment on pouvait par exemple réfléchir à des régionalisations ou des nationalisations citoyennes pour qu'ils puissent se réapproprier leur outil de production et éventuellement réfléchir avec un autre matériau, c'est-à-dire là-dedans, dans les cimentiers, il y a des gens qui sont experts en déchets, et donc à ce moment-là, c'est retravailler sur d'autres types de déchets et peut-être moins, à brûler des déchets, mais peut-être plus à réutiliser des déchets. Des ingénieurs en sciences des matériaux qui travaillent actuellement dans les cimenteries, qui peuvent nous aider s'il n'y a plus de ciment dans les nouveaux matériaux que sont la terre crue par exemple. Ils peuvent travailler sur des polymères naturels pour améliorer les résistances mécaniques en terre crue. Donc en fait, ce que je vais dire, c'est tout ce bouquin à la fin, on fait un plaidoyer de ce qu'est l'Union populaire. L'Union populaire, c'est pas faire un programme sur que l'artificialisation et on fait un programme vert. C'est pas faire un programme qu'avec des syndicalistes et on fait un programme rouge. Et puis c'est pas faire un programme qu'avec des... Voilà, on a aussi auditionné des petits artisans du bâtiment qui souffraient du travail détaché, c'est-à-dire qu'ils perdaient leur boulot à cause du travail détaché. Et puis eux, c'est peut-être à un moment, ils peuvent être fachos, ils pourraient être fâchés et puis devenir fachos. Et l'idée, c'est vraiment de travailler avec toutes les personnes pour co-construire un programme et avec toutes les facettes. Alors on a appelé ça, nous, le Rubik's Cube des luttes, mais c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important, c'est que pour créer un programme, il faut prendre toutes les facettes et on crée avec l'ensemble des citoyens, autant avec les utilisateurs, avec les personnes engagées dans des luttes climatiques, des luttes démocratiques, des luttes environnementales. Et après, on en a tiré toute une leçon sur la société, de se dire que vraiment l'union populaire et le populisme, c'est vraiment une voie pour sortir par le haut dans ce moment-ci et vraiment travailler ce programme tous en commun qui a été travaillé l'avenir en commun, c'est vraiment une chance. Il faut vraiment que ça brasse très profondément dans la société
pour pouvoir tous être gagnants.